non-encadrement politique et vote FN de jeunes des strates supérieures des classes populaires en périphérie urbaine, la récupération politique de tensions sociales et raciales du quotidien par le FN. Lorenzo Barrossella interviendra sur ce thème, et Violaine Girard sur l'habitat pavillonnaire, pôle d'emploi périurbain et vote FN. Alors ça, c'est un thème qui est extrêmement présent dans les médias, et c'est important d'avoir un discours scientifique et informé sur ce qui donne lieu à souvent des adaptations, des simplifications sociologiques et politiques surtout. Donc moi, je voudrais comme intervenant, donc, le premier à parler ici, qui n'est pas du champ, comme on dit, universitaire, hein, puisque je suis fonctionnaire au ministère de l'Éducation nationale, mais dans le domaine administratif. Donc je voudrais aborder quelques questions rapidement. Alors je vais le faire en étant aussi modeste et pertinent que possible, après les mises en garde sévères que nos intervenants ce matin ont justement avancé contre les prénotions qui détournent nos perceptions, pour Daniel Gaxi notamment, aussi sur la nécessité de savoir penser contre soi-même, ça c'est Louis Pellissier qui nous le dit, et il a raison. Alors en plus pour un fonctionnaire qui est donc un peu formé par l'administration d'État, comme disait Bourdieu, que je connais très mal, enfin j'ai lu Sociologie de l'État, oui, Sociologie de l'État, toutes nos pensées sont des pensées d'État. Donc à partir de là, bon, évidemment, je pars mal, hein. Je pars mal, je vais quand même essayer de me rattraper au moins un petit peu. Voilà. Alors je voudrais dire quatre choses. Bon, quatre choses, alors je ne sais pas si ce sont des idées, des propositions, comme on l'a dit ce matin. Bon, je vais essayer d'être prudent dans ce que je dis et bien intégrer le fait qu'il n'y a pas un électorat effet, qu'il y en a plusieurs, en insistant donc sur la question des rapports entre la gauche et le FN. On va aller vite. Alors, première idée, je vais présenter, puis après, bien sûr, je vais développer un peu. La gauche n'est pas, entre guillemets, strictement responsable de la puissance du FN, dans le sens où elle n'a pas été initialement l'endroit à partir duquel est parti une espèce de déversement des voix FN, des voix vers le FN. En clair, ce n'est pas la gauche qui est la première à massivement, vu son électorat, partir vers le FN. Qui a une idée qui est parfois avancée par certains et qui n'est pas exacte. Alors, deuxièmement, donc ça c'est un peu le complément de la première idée, c'est qu'elle n'est plus aujourd'hui le parti des classes populaires et qu'évidemment, ça a des conséquences très fortes sur sa capacité à résister au FN. Hein. Bon, c'est un peu ce qui a été dit ce matin. Bien sûr, je ne vais pas répéter ce qui a été dit ce matin, je prends des prismes un tout petit peu différents. Après, mon expérience, qui est l'expérience personnelle, militante, au sein de Copernic, au sein de l'organisation politique, un peu syndicale aussi. Bon, troisièmement, la défaite, certains parlent de défaite culturelle de la gauche notamment, bon, elle s'incarne un certain nombre de notions qui ont disparu, d'autres qui sont apparues, et ça montre tout le chemin qui est à franchir, à parcourir justement pour renverser la vapeur. C'est au-delà des conjonctures électorales et même des grandes batailles qu'on peut mener actuellement, par exemple sur la loi travail. Et quatrièmement, je terminerai là-dessus, quelques remarques sur le personnel politique, parce que ça me semble même très central que de voir l'incapacité de la gauche maintenant à avoir un personnel politique qui vient. Enfin, quand je dis politique, ce n'est pas des professionnels de la politique, ce sont des gens qui interviennent à des niveaux de responsabilité dans la politique. Hein, c'est ce que veut dire des gens qui font toute leur vie de la politique. Donc, ça me paraît essentiel, cette défaite. J'ai oublié ce qu'a dit Patrick Lehane ce matin, je ne connaissais pas, je n'ai pas fait attention à cette position particulière du FN qui serait de loin le parti qui aurait présenté en proportion le plus de gens d'origine populaire aux élections départementales. J'avoue que bon, ça pousse plus qu'à réfléchir. Bon. Alors, sur la question de la gauche qui n'est pas responsable, enfin, bon, ça c'est simplement un point un peu factuel, parce que la manière dont on analyse la montée en puissance du FN et la place qu'on accorde à la gauche par rapport à ça ont des conséquences fortes sur la lecture qu'on en fait. Notamment, la première poussée du FN, je dis ça de façon rapide, mais je pense que c'est exact, elle intervient avec des temps forts qui sont connus, hein, qui sont bon, la municipale du 20e arrondissement européen qui fait 10% en 83, la partielle à Quiberon dans le Morbihan qui fait aussi 10% en décembre. Pardon, c'est pas jusqu'à Quiberon, pardon, c'est la circonscription ne descendait pas jusqu'à Quiberon, c'était son territoire de naissance que le Morbihan qui fait 10%, le Morbihan, mais pas nécessairement là, 10%
10%. Ensuite, il y a bien sûr, les plus importants, les européennes de juin 84, après qu'il ait pu briser la chape de plomb médiatique avec l'autorisation de Mitterrand. On le sait quand même, en février 84, Mitterrand donne l'ouverture pour participer le 12 ou 13 février 84 à une émission de grande écoute qui est la consécration médiatique d'un dirigeant politique qui dépasse le journalisme. Bon, voilà, cette première poussée pour aller vite. Quand on regarde la carte électorale du FN à ce moment-là, et quand on voit aussi l'ambiance d'hystérisation anti-gauche, c'est ce qu'on veut de Mitterrand, moi j'en ai beaucoup de mal, mais on peut dire qu'il y avait une bonne partie de la droite qui ne considérait pas comme normal, comme acceptable, comme légitime que puisse y avoir un gouvernement qui ne soit pas le gouvernement de droite, et c'est une fraction radicalisée de la droite qui est à l'origine du premier effet, la première poussée du effet dans les années 80, pour aller vite. Hein. Bon, alors après, il y a eu d'autres mouvements électoraux très importants, mais à l'origine, il ne faut pas dire que ce soit la gauche. Je crois que c'est important de le dire, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui voient, façon simplificatrice, on 10% perdu très vite par parti communiste dans les années 80 et 10% pour le FN. Certains disent, voilà, sur les mêmes. Pas du tout, c'est tout à fait inexact. Alors justement, pour clore ce premier point, je dirais que la carte, y compris maintenant du Front National, n'est pas du tout la carte électorale du temps fort du Parti communiste. C'est pas du tout la même. Il y a des études cartographiques, notamment Hervé Lebras là-dessus, qui le montrent de façon très claire. Ça ne coïncide pas avec cette carte électorale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de point de convergence. Mais globalement, ce ne sont pas les mêmes zones de force. Alors bien sûr, les électeurs ne sont pas les mêmes, ils sont morts, ça c'est vrai, entre eux, c'est juste. Mais ce n'est pas la même carte. Quoi qu'il faut le dire, parce que certains disent, voilà, il y a des tempéraments totalitaires, des personnalités autoritaires, pour reprendre des expressions qui ont été utilisées par des politologues, des philosophes il y a longtemps. Ce n'est pas la même. Donc voilà, je dirais, donc on ne peut pas mettre en accusation en quelque sorte la gauche d'avoir été une espèce de réservoir du Front National immédiatement. Il y a eu d'abord une radicalisation droitière. Alors deuxièmement, quand même, en termes de... c'est pas un balancement, mais c'est compléter l'analyse. C'est tout à fait exact de dire que la gauche est maintenant au mieux également présente dans les classes populaires que dans le reste de l'électorat, au mieux, je dis bien, et le plus souvent nettement en dessous. Si on prend les élections des 20-30 dernières années, le plus souvent nettement en dessous. Hein. Et ça va très loin, parce que non seulement ça laisse le champ libre au FN, mais en plus ça veut dire que toute cette abstention qui est comme devenue majoritaire dans l'électorat populaire, si on prend toutes les élections, pas présidentielles, mais pour les autres, cette abstention, elle montre une incapacité à mobiliser des gens qui étaient avant assez naturellement, y compris de génération en génération, socialisés dans les valeurs de gauche. C'est un énorme recul qui laisse le champ libre au FN. Et il y a beaucoup de cas emblématiques. Il y a eu des études qui ont été menées dans certaines cités de la Seine-Saint-Denis, notamment à Saint-Denis par Jean-Yves Dormaguen et Céline Braconnier, qui montrent la profondeur de dépolitisation qui a pu se mettre en place. Voilà. La dépolitisation selon des voies habituelles de politisation, des voies traditionnelles. Donc, et ici même, d'ailleurs, j'étais à une réunion il y a quelques mois, moi j'étais dans l'assistant, mais il y avait Alain Berthaud, qui est donc habitant et universitaire à Saint-Denis, qui disait qu'il avait vu sur les 30 ans la dépolitisation de sa ville. Et bon, les études qu'ont pu mener Dormaguen et Braconnier vont dans ce sens. Bon. Alors, troisième proposition sur les politiques menées. Alors, les politiques menées et la défaite culturelle de la gauche. Hein. Parce que les politiques menées, moi, je ne pensais pas ici qu'on va en discuter longuement, dans le sens où on est très certainement d'accord à 95% sur le fait que, d'abord, ce n'est pas la gauche qui gouverne actuellement, c'est une politique de droite, menée par des gens dont les valeurs sont de droite. Bon. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la défaite, et ce qui a laissé le champ libre au Front National, c'est, notamment dans les catégories populaires, c'est la dévalorisation du monde du travail lui-même, et de ce qu'il représentait comme acteur historique, qui pouvait gagner, qui pouvait structurer des alliances au-delà de lui, qui pouvait personnifier, y compris la résistance nationale, notamment pendant l'occupation. Il y a une expression que j'ai trouvée dans un des articles que j'ai regardé, des auteurs qui sont venus ou qui se sont désistés pour aujourd'hui d'ailleurs. Et il y en a un qui dit que le monde du travail n'est plus vu comme une cause à défendre, mais comme un problème à résoudre. C'est-à-dire que le monde du travail n'a pas vocation à créer une société nouvelle, à anticiper, à être un intervenant actif, mais il faut penser les blessures sociales d'une, entre guillemets, mondialisation vécue comme irréversible et univoque. Donc, et au-delà de ça, bon, quand on est ici au siège du Parti communiste, on a peut-être vu
qui a une projection il n'y a pas longtemps du film de Renoir, La vie est à nous. On peut aussi évoquer la bataille du rail. C'est vrai que dans le domaine culturel, il y avait une identification profonde entre un certain nombre de créateurs et la valorisation du monde du travail, pour aller vite. Bon, aujourd'hui, on serait bien incapable, je crois, hein, en France aujourd'hui, de trouver l'équivalent. Et y compris moins dans des pays comme l'Angleterre, où il y a quand même plus de films dits sociaux. Bon, il y a une défaite forte du monde du travail, sa valorisation. Hein. Et je terminerai cette troisième remarque, proposition, bon, en évoquant, je ne vais pas les manquer, vous savez tous, enfin, ce qu'a pu avancer, entre guillemets, je crois que c'est fait beaucoup d'honneur de le dire, théoriser Terra Nova en 2011, pour cette fameuse alliance où on considère que le monde du travail, notamment la classe ouvrière, c'est bon pour le FM ou pour l'abstention, et qu'il faut cristalliser bon, les gens qui viennent des diverses migrations, le mouvement féministe, les cadres, les gens qui sont attachés à des valeurs sociétales, enfin, avancées, on ne peut pas comment le dire, enfin, et qu'il faut déplacer en quelque sorte la bataille, non pas sur un terrain de classe, mais dès lors que le FN l'amène sur un terrain identitaire, il faut la mener sur le terrain sociétal. Bon, donc on est ceux qui sont ouverts, ceux qui sont diplômés, ceux qui sont éduqués, ceux qui sont pro-européens, ceux qui parlent des langues étrangères, ceux qui voyagent, etc. Et les autres, comme le disait Willy, hein, ce sont des gens qui ne savent pas, qui ne sont pas cultivés, qui sont fermés, qui sont bornés, qui sont des gens qu'on méprise. Voilà. Donc c'est ça qui structure la proposition de Terra Nova. Et c'est ahurissant quand on pense que les gens aient pu quand même penser ça, et évidemment, ça leur a permis de prendre. Ça n'a pas empêché plutôt la défaite de Sarkozy, qui est plus que la défaite de Sarkozy que la victoire de Hollande. Hein. Mais aujourd'hui, bon, on en va très logiquement à la conséquence, dès lors que la politique menée a été la même politique très largement que celle de Sarkozy. Bon, voilà, alors je dirais, enfin, pour le dernier mot sur cette troisième point, enfin, que la seule mesure positive qu'on puisse mettre à l'appui, enfin, pardon, à l'actif de ce quinquennat, ça soit le mariage pour tous, en creux, je trouve que c'est désastreux. Je trouve ça désastreux. Voilà. Alors, dernière chose pour dire un mot, là je crois que mon micro, je l'avais un peu oublié, sur le personnel politique. Là, il y a quand même une évolution extrêmement forte. Après, Louis Lefebvre, on aurait pu en parler beaucoup plus savamment que moi, mais au Parti Socialiste, il y a éviction de tout ce qui était la composante, disons, plutôt populaire, dont les symboles de la Fédération Chemin du Nord, des symboles de quelqu'un comme Pierre Mauroy, qui était un professeur de technique, qui était aussi un dirigeant d'une fédération. Il y avait une forte implantation du PS dans des villes minières, sidérurgiques, où il menait la bataille du Parti communiste, et 80% de droit à gauche, tout comme dans certaines régions de Lorraine, et c'était un partage PCPS, pour aller vite. Bon, il n'y a plus rien du tout de tel. Hein, plus rien du tout de tel, et le personnel politique PS, c'est des caricatures comme Macron qui n'est pas au PS, quoi qu'il a été, qui devrait y être. Hein. Ce sont des gens qui sont très largement des serviteurs de la technocratie, qui passe dans le domaine privé, qui revient dans le domaine public, qui fait des allers-retours et qui a rigoureusement les mêmes valeurs, et c'est eux maintenant qui dominent très largement, ce qui reste, il n'y a pas beaucoup, l'appareil partir du PS, plus les élus un peu professionnalisés et leurs collaborateurs. Il n'y a rien d'autre. Hein. Il n'y a rien d'autre. Il y a des gens en fait, qui souvent n'ont fait rien d'autre que de faire de la politique, ou bien être assistant parlementaire et puis faire de la politique. Voilà, donc c'est quand même une modification très très profonde. Et on voit par exemple l'image du professeur socialiste, l'image de 81, quoi, n'est plus du tout d'actualité. Voilà, et bon, ma dernière partie, je la dédicacerai tout simplement au Parti communiste, donc je suis à titre personnel, certains le savent, non, mais je dois dire que pour avoir un peu participé plutôt, aux travaux du dernier congrès, notamment à Paris, à la conférence départementale, j'ai vu une illustration démultipliée du fait que les milieux culturellement favorisés, notamment à Paris, il y a beaucoup de membres du PCF qui sont plutôt des gens plus sains, comment dire, bon, occupent la quasi-totalité de la direction départementale et sont très considérablement surreprésentés au niveau de la direction nationale. Il y a 25 Parisiens, c'est un chiffre qui m'a beaucoup frappé, sur les 160 membres de la direction du Conseil national, ce qui veut dire que ça fait à peu près 15%, là où le Parti communiste parisien représente 3% des effectifs du PCF, et avec un biais sociologique et d'études qui est énorme. Enfin, moi, je constate, alors là je parlais en termes en tout de RH, et pas le terme RH, mais, il est beaucoup plus facile pour trouver un dirigeant politique formé au langage, à la prise de parole, à l'écriture, de prendre des gens que l'université française forme finalement, sauf dans ces filières commerciales,
assez facilement d'un point de vue argent. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent en France encore, heureusement, pour faire des études supérieures dès lors que vous êtes en filière type université. C'est beaucoup plus facile que de mettre en place un appareil militant qui a quasiment disparu, et qui permet à des gens de monter sur plusieurs années, quand ils ont commencé à bosser, à travailler jeunes, et qui peuvent devenir des cadres à partir de 28-30 ans. C'est plus facile d'avoir des gens qui font Bac plus 5, 23 ans, je viens assistant parlementaire, 27 ans, je suis quasiment permanent politique, je me suis élu. Bon, voilà. Et je crois que c'est un processus qui est très facile, mais on en voit les inconvénients des années après, au moment où parfois il n'est pas toujours facile de revenir en arrière, parce qu'on n'a pas la solution de substitution, et puis aussi, le dire, parce que ceux qui savent bénéficier n'ont pas nécessairement envie d'en faire leur première cause. Voilà, je termine sur cette note un peu pessimiste, et je suis un peu obligé, parce que ça m'a beaucoup frappé ces dernières semaines. Voilà.